Ok. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc pour cette intervention autour de la question que j'ai posée, le monde devient numérique, mais peut-il le rester? Qui, j'espère, vous intéressera. Donc je vais me présenter très rapidement. Je suis philosophe, mais chercheur chez INRIA. Donc INRIA, centre de recherche français en informatique, Institut national de recherche en informatique et en automatique, enfin, autrefois, puisque maintenant c'est plus un acronyme. J'ai soutenu une thèse de philosophie sur l'architecture et la philosophie du web en 2013 à la Sorbonne. Mais j'ai aussi monté, au-delà du monde académique, des projets dans le domaine notamment du web sémantique, notamment le projet DBpedia francophone que j'ai initié, qui a été financé par le ministère de la Culture et développé par INRIA. Et j'ai aussi une activité à côté de mon travail de chercheur, puisque depuis 2014, je suis l'architecte du système d'information, de l'archive sémantique de la Fondation des Galeries Lafayette pour l'art contemporain, qui s'appelle Lafayette Anticipation. Et je travaille donc au sein de INRIA Sophia Antipolis, à côté de Nice. Et dans ce cadre-là, j'ai été l'initiateur et l'animateur d'une plateforme de recherche qui s'intitule TCP/IP plus blockchain. Pour voilà, l'acronyme, vous avez l'acronyme à côté. Je suis assez fier de cet acronyme, donc au sein de qui s'intéresse grosso modo à l'Internet des objets, au coopérativisme des plateformes et à la blockchain comme moyen justement de lier ces deux thématiques. Donc, je ne suis pas fondamentalement technophobe ou quelqu'un qui déteste le numérique. À tel point que j'espère que vous serez comme moi et que vous avez été scandalisé que seul Tim Berners-Lee reçoive le prix Turing il y a quelques jours pour l'invention du web et pas également Roy Fielding, évidemment, et que vous allez pétitionner avec moi pour que Roy Fielding soit associé à ce prix. Ça, c'est une image de Paul Donny, je le dis au cas où, mais qui est une très belle image que je vous conseille de regarder, avec plein de détails autour de l'architecture du web et voilà, plein de détails techniques intéressants. Alors, quand on présente la question de l'avenir du numérique ou de l'avenir du monde qui devient numérique, on nous présente des images comme celle-ci, notamment autour de l'Internet des objets connectés. On a des images qui nous viennent en tête de connexion généralisée, tout devient connecté. Autant dans le domaine industriel, de la sécurité, des transports, de la santé, etc., que chez nous, hein, avec les technologies smart qui arrivent à la maison. Et donc on a de beaux visuels de ce type, dont les industriels raffolent, pourquoi pas. Et donc quand on parle de prévision, donc selon les agences, les entreprises ou même certains experts interrogés, on annonce par exemple d'ici 2050 à peu près 50 à 100 milliards d'objets connectés, donc ce qui est absolument monstrueux en termes évidemment de nécessité de calcul, etc., etc. Et pour ce qui est des données qui vont être générées, voilà, on ne parle même plus des pétabytes, des zettabytes, des yottabytes, mais maintenant des brontobytes. Donc 10 puissance 27 octets. Moi, 10 puissance 27, je ne sais pas dire le chiffre que ça représente. Je ne sais même pas si j'aurai le temps dans ma vie voilà. Mais donc on a des prévisions qui insistent sur le fait qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés, de plus en plus de données produites, et ça aboutit à une vision du monde qui ressemble à celle qui est représentée sur cette image, d'un monde interconnecté, d'un monde qui serait par exemple celui de la Smart City, qui commence à exister à certains endroits, mais évidemment tout ça est extrêmement discutable. Mais en tout cas, voilà, on a des projections de ce type, un avenir entièrement connecté, de plus en plus d'objets, de plus en plus de données, et donc de plus en plus d'opportunités finalement de se lancer dans le numérique et d'exploiter ces technologies, qui deviendraient donc aussi évidemment des relais de croissance, et c'est évidemment ce que les pouvoirs publics notamment, mais les industriels aussi en attendent.
Tout ça, évidemment, pose un certain nombre de questions. Ça ne vous aura pas échappé, y compris lors de la campagne pour les présidentielles, dans le cadre de la campagne pour les présidentielles. Parmi ces questions, la question de l'automatisation, qui était autrefois plutôt une question discutée par des experts, par également des intellectuels, donc le lien entre automatisation et emploi, entre les technologies smart et l'intelligence artificielle, quel modèle économique va émerger pour demain si finalement ces technologies non seulement mettent des gens au chômage, mais plus problématique d'une certaine façon, pas en soi, mais dans la manière d'envisager les choses. À partir du moment où des professions intellectuelles commencent à être aussi mises au chômage, on commence à se poser davantage de questions relatives à l'automatisation, qui met les gens au chômage depuis quand même pas mal d'années. Vous avez la proposition, par exemple, de Benoît Hamon, dans le cadre de la présidentielle, qui propose ce qu'on appelle une taxe sur les robots, une taxe sur l'automatisation. Et puis vous avez d'autres questions qui se posent liées à la question notamment de l'éthique des robots. Il y a quelque temps aux États-Unis, un robot utilisé par la police a fait une intervention létale, donc ça pose évidemment des questions importantes. Toutes ces questions sont très très importantes, très très intéressantes. Vous avez des courants intellectuels comme ce qu'on appelle l'accélérationnisme, qui essaye de penser justement les conséquences finalement de ce capitalisme tardif qui s'appuie maintenant sur les technologies numériques, en proposant finalement que ce capitalisme continue à accélérer pour qu'à un moment donné on soit obligé, quand tout le monde sera au chômage et qu'on aura tout automatisé, eh bien de faire une espèce d'aggiornamento et de repenser le modèle social. Que ça nous contraigne à justement repenser et réinventer un modèle social. Ce sont des questions très très intéressantes, mais que je ne vais pas aborder aujourd'hui. La question qui va plus m'intéresser dans le cadre de cette présentation, c'est justement la question de savoir si même cette vision est tenable, cette vision d'un monde complètement numérique, et s'il ne faut pas penser d'autres projections de l'avenir dont sans doute vous avez également entendu parler. Ça, c'est la couverture d'un livre de Gérard Berry, donc un informaticien bien connu chez INRIA, qui fait sa carrière chez INRIA, qui est maintenant au Collège de France. Et cette leçon s'intitulait « Pourquoi et comment le monde devient numérique ». Alors, il est indubitable qu'effectivement, on a une transition numérique en cours. La question que je vais davantage donc me poser aujourd'hui, c'est de savoir si cette transition est viable et s'il n'y a pas d'autres transitions à côté qui éventuellement la mettent en péril et comment réagir dans ce cas-là, comment repenser cette transition numérique. Alors, un petit point théorique entre guillemets. Donc ça, c'est une figure qui vient d'un informaticien devenu philosophe qui s'appelle Brian Cantwell Smith, qui est canadien. Brian Cantwell Smith, qui est un informaticien, un philosophe très intéressant. Il est également un informaticien important puisqu'il a inventé la réflexion en informatique. C'est lui qui est à l'origine du concept de réflexion en informatique. Et il présente comme ça, voilà, ce qu'est un signal électrique qui va être la base en fait de la distinction entre des bits, des 0 et des 1. Et il nous explique, voilà, là, on a la base physique d'un côté, et puis de l'autre, on a ce qu'il appelle la digitalité, le caractère numérique, la discrétisation qui permet de passer de ce signal à des 0 et des 1. Et on voit que finalement, le numérique consiste à traiter une réalité physique comme un idéal, et ce qui ne va pas du tout de soi. Et qui est un point intéressant parce que, et là je connecte ça, il n'y a pas besoin de lire l'intégralité de la citation, un article d'un informaticien devenu, lui, chercheur en sciences sociales, qui s'appelle Jean-François Blanchette, et qui nous explique justement qu'on a eu longtemps cette idée que le numérique c'était du virtuel, c'était, alors notamment dans le monde académique, hein, je ne parle pas de vous ici, que c'était du virtuel, que c'était éventuellement même immatériel. On a beaucoup parlé évidemment de dématérialisation pendant des années et des années. Et donc on a cette idée que peu importe la base physique, ce qui compte c'est justement ce caractère idéal, cette discrétisation qui permet d'avoir des 1 et des 0, qu'importe la base physique, mais en tout cas on peut traiter ces bases physiques sous un angle d'idéalité. Mais ce qu'explique justement Jean-François Blanchette, c'est qu'en réalité, ceci a un coût et qu'on ne peut pas complètement ignorer la caractéristique physique des ressources sous-jacentes au numérique et que ça suppose notamment, pour pouvoir traiter un signal de manière idéale, en le discrétisant, eh bien, ça suppose de mettre en place des mécanismes additionnels de correction d'erreurs et qui eux-mêmes consomment des ressources en termes de calcul et des ressources en termes évidemment
énergétique. Et donc c'est un point intéressant pour réfléchir au numérique, qui n'est pas justement de la dématérialisation, mais plus on va traiter un monde matériel comme s'il était idéal, comme s'il était lui-même discret, plus en fait on va avoir besoin de déployer un ensemble de procédures et de techniques qui vont avoir elles-mêmes un coût matériel et un coût énergétique. Donc c'est pour dire qu'un monde numérique, ce n'est pas simplement un monde idéal et dématérialisé, c'est un monde qui n'est pas idéal, que l'on traite comme s'il était idéal, et que ce traitement lui-même suppose un coût, et un coût très important. Donc plus le monde est numérique, plus en fait le coût énergétique et matériel est important pour le traiter justement sous cet angle. On a vu des projections tout à l'heure, projections à 2050, 50 à 100 milliards d'objets connectés. Il existe d'autres modèles dans d'autres domaines. C'est là que j'établis un parallèle justement avec ce devenir numérique du monde. Il y a d'autres devenirs en cours qu'il faut évidemment interroger. Ça, c'est une figure qui provient du Club de Rome, qui a justement proposé des modèles pour penser l'évolution des sociétés en tenant compte notamment de l'impact des transformations climatiques, transformations aussi qui touchent la planète de manière générale. Et dans le cadre de ce modèle, qui jusqu'ici s'est plutôt avéré juste, eh bien, on voit qu'il y a une espèce d'effondrement à partir de 2030, où un certain nombre de facteurs, espérance de vie, industrie, population, nourriture par tête, aussi pollution, parce que sinon, s'il y a un effondrement, à un moment donné, il y a moins de pollution derrière, s'il n'y a plus d'industrie, il y a moins de pollution derrière, eux envisagent un avenir où, à partir de 2030, la question finalement du devenir de la civilisation se pose de manière très très concrète, à partir de facteurs et d'impacts que je vais détailler dans un instant. Donc voilà, on a deux visions assez différentes, ce qui amène à se poser la question, finalement, du lien entre transition numérique. Alors ça, c'est une image, quand vous tapez, vous cherchez dans Google une image sur Smart City, vous avez une jolie image comme celle-là. Hein. Voilà. Une image un peu immatérielle de la Smart City. Et à côté, vous avez des mines à ciel ouvert qui sont nécessaires pour produire notamment tous les objets du numérique. Alors ça, c'est vraisemblablement en Chine, parce qu'il y a beaucoup de mines à ciel ouvert en Chine, notamment pour aller chercher des terres rares qu'on utilise dans nos téléphones. Mais il faut savoir que des terres rares, il y en a aussi en Hollande. Mais bizarrement, on ne creuse pas des trous comme ça en Hollande. Et on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Donc, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement ce lien entre transition numérique et effondrement écologique. Volontairement, je ne parle pas de transition écologique, parce qu'on ne transitionne pas volontairement vers un autre état écologique de ce type. Mais de toute façon, on y arrive, qu'on le souhaite ou non, en partie du moins. Donc, j'ai parlé du monde numérique à l'heure de l'Anthropocène, et je vais détailler ce que signifie ce concept dans un instant. Vous en avez peut-être entendu parler déjà, notamment parce qu'en 2015 a eu lieu un événement important en France, qui était la COP21. Merci. La COP21 qui donc réunissait les chefs d'État, de gouvernement d'un grand nombre de pays, enfin de la majorité, ou tous les pays dans le monde, pour discuter justement de l'avenir du climat, moins d'ailleurs de l'avenir de la Terre que finalement de l'avenir des civilisations humaines. Alors, la notion d'anthropocène renvoie à une catégorie qui a été proposée par un prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, en 2002, et c'est un terme qui désigne une nouvelle époque géologique. Alors peut-être, mais c'était une proposition au départ qui de plus en plus est validée par les comités internationaux qui ont été montés pour justement l'examiner. C'est l'idée que nous entrons dans une nouvelle époque géologique et qui va confronter l'anthropos, donc c'est le cène de l'anthropos, c'est l'époque de l'espèce humaine, mais c'est une appellation assez paradoxale parce qu'elle va confronter l'anthropos, l'espèce humaine, l'humain, à des conditions qu'il ou elle n'a jamais connues au cours de son existence. Et si on appelle cette époque anthropos, c'est parce elle découle justement de l'activité humaine, mais à partir du moment où cette époque a été impulsée, nous ne la maîtrisons plus. Donc ce n'est pas l'entrée dans une époque de maîtrise pour l'être humain, mais finalement de déprise de la maîtrise que nous avions connue peut-être jusqu'alors, maîtrise partielle.
Avant l'Anthropocène, il y avait l'Holocène, c'était l'âge qui a précédé, qui a duré à peu près 10 à 12 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément de rupture totale entre l'Holocène et l'Anthropocène, dans la mesure où l'Holocène était déjà peut-être le résultat d'une anthropisation, c'est-à-dire d'une activité humaine. Certaines hypothèses, comme l'hypothèse de Rudiman par exemple, imputent l'existence de ce nouvel âge, enfin l'âge précédent, à notamment l'activité humaine de déforestation, de riziculture, d'agriculture en général, etc. C'est une ère qui a été exceptionnelle, c'est-à-dire l'ère que l'humanité a connue jusqu'à présent, au cours des 12 000 années qui ont précédé. C'est une ère exceptionnelle, donc de par sa clémence et sa stabilité, c'est l'ère la plus stable au plan du climat au cours des 400 000 années qui ont précédé. Avec l'Anthropocène dans ces conditions, on ne passe pas d'une époque naturelle à une époque dénaturée, mais il faut bien comprendre que le climat clément que nous avons connu précédemment était déjà le résultat de notre activité. Alors, la question qui se pose du point de vue de l'Anthropocène, c'est notamment quelle histoire pour l'Anthropocène, à quand faire remonter l'Anthropocène. Et là, on a des propositions qui ont varié, et notamment du côté des géologues et de ceux qui ont d'abord discuté ce concept, l'idée a été de faire remonter l'Anthropocène, notamment à la machine de Watt ou à la révolution industrielle, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, en proposant un récit historique qui place au centre donc l'espèce humaine comme le sujet de cette histoire qui aurait été coupable d'avoir franchi un certain nombre de limites du fait de son développement industriel. Et dans cette perspective, le sens de l'histoire semble s'être renversé, ce qui signale l'échec finalement de l'entreprise modernisatrice, puisque cette entreprise de modernisation, d'industrialisation, de conquête un petit peu des espaces et du monde, finalement se renverse, puisqu'elle annonce le démarrage d'un nouvel âge où nous allons vivre des conséquences inattendues et imprévisibles justement de cette activité. Néanmoins, ce jugement historique sur cette période contraste avec les solutions que proposent les géologues pour aborder la question du dérèglement climatique, qui continuent à invoquer la technologie, l'innovation, notamment à travers le recours au géoengineering, qui consisterait à essayer de provoquer des contre-effets à cette déstabilisation climatique en jouant directement donc, sur le climat et l'atmosphère. Mais sans garantie que ça marche. D'autres chercheurs dans d'autres disciplines, notamment dans les sciences humaines, se penchent de plus en plus sur cette notion d'anthropocène pour lui donner une charge plus critique à la lumière donc d'une histoire qui n'est pas seulement l'histoire d'un anthropos indifférencié, mais qui est une histoire finalement de certains peuples et de certaines civilisations, et pas simplement de l'humanité en général qui serait également coupable d'avoir franchi un certain nombre de seuils. Par exemple, certaines tribus d'Amazonie, de nombreuses populations ailleurs, ne sont pas forcément responsables de l'Anthropocène au même titre que les Anglais du XVIIIe, XIXe siècle. C'est pourquoi certains chercheurs ont proposé de parler de capitalocène ou d'anglocène, voire de technocène pour désigner cette nouvelle époque. Et puis par ailleurs, même dans les pays industrialisés, vous avez toujours trouvé des courants critiques du développement technique. Il suffit de penser aux Ludites, par exemple. Donc il n'y a pas non plus d'unanimité, même dans les civilisations ou les cultures qui ont largement contribué à cet Anthropocène. Quelques indicateurs maintenant pour indiquer finalement les effets de cette activité industrielle et finalement les symptômes de l'entrée dans ce nouvel âge qui est l'âge de l'Anthropocène, pour donner justement la mesure un petit peu de l'avenir qui s'annonce. Il y a 10 000 ans, donc au moment du début de l'Holocène à peu près, la biomasse cumulée des animaux d'élevage et des êtres humains sur Terre représentait 0,1% de la biomasse totale des mammifères terrestres. Aujourd'hui, si on ajoute les animaux d'élevage et les humains, on a 60% de la biomasse pour les seuls animaux d'élevage. Et si on ajoute les humains, on a en tout 90% de la biomasse totale. Donc on est passé d'un rapport de 0,1 à 90%. Et par ailleurs, la biomasse sauvage s'est complètement, en valeur absolue, effondrée entre-temps. Donc un changement, évidemment, en 10 000 ans, ce qui n'est pas énorme à l'échelle de la planète, qui est absolument énorme.
Du côté des ressources halieutiques, donc la pêche, là on a un graphe qui montre finalement l'évolution des prises, notamment là de sardines, qui est un bon indicateur, où on voit que dans les années 70, à partir de 74-75, les prises augmentent. On a un progrès technique qui se manifeste dans le fait de prendre plus de poissons, mais qu'à partir des années, à fin des années 90, le niveau redescend et il redescend au niveau des années avant les années 70. Mais avec les technologies et le progrès technologique qui finalement a caractérisé cette époque. Donc avec des technologies de la fin 90, on revient à un niveau des prises des années 70 et avant, tout simplement parce que les océans se sont vidés entre-temps. Donc si on continue à pêcher autant que dans les années 70 avec des technologies de pointe, c'est qu'il y a un problème. On attend donc pour à peu près 2048, c'est assez précis, un effondrement des stocks de poissons. On constate une saturation des terres agricoles du fait de la surexploitation, l'empoisonnement aux pesticides, l'érosion, la salinisation ou la défertilisation des sols. On observe que dans certains endroits, les rendements stagnent. Et puis, qui plus est, on continue à utiliser les meilleures terres agricoles pour faire des parkings, ce qui n'est pas forcément une stratégie gagnante. Évidemment, se posent évidemment des problèmes de pénurie d'eau, où l'OCDE annonce qu'en 2025, donc vraiment dans pas très longtemps, pour la majorité des habitants de la planète, l'approvisionnement en eau pourrait être insuffisant, voire dramatiquement insuffisant. Vous avez aussi des pénuries annoncées de phosphate. Donc, d'ici la fin du siècle, les gisements mondiaux de phosphore indispensables aux cultures pourraient s'épuiser, avec un pic prévu entre 2030 et 2040. Mais aussi, plus surprenant peut-être, si vous ne vous intéressez pas à ces questions, de métaux. Et entre 2020 et 2050, on annonce la fin de l'accès à l'argent, le plomb, le zinc ou l'or, et grosso modo tous les métaux avant la fin du siècle. Nous allons même manquer de sable pour les routes, le béton, le verre, les microprocesseurs, les panneaux solaires. C'est assez drôle, par exemple, à Dubaï, ils importent du sable pour fabriquer des bâtiments, parce que le sable de Dubaï n'est pas le bon sable qu'on utilise pour fabriquer les bâtiments. Donc il peut même y avoir une pénurie de sable dans le désert. Je vous laisse réfléchir à ça. Ça sont des petites infographies, alors je mettrai les slides à disposition, mais vous pourrez les retrouver sur SlideShare. Ce sont des petites infographies qui, justement, donc ça s'intitule « Je suis né en 2010, combien il reste pour moi ?» Donc combien il reste de pétrole pour moi, de charbon, de gaz, d'uranium, d'antimoine, de plomb, d'indium, de terres rares, de zinc, d'argent, d'or et de cuivre. Eh bien, pas grand-chose. Si vous voyez la ligne, tout ça, il y a un arrêt à un moment donné en 2050 pour pas mal de ces ressources, et puis après, autour de 2100 pour d'autres. Vous avez aussi les endroits où il reste certaines de ces ressources. Donc c'est assez intéressant. Vous avez également une table périodique des éléments en danger, donc en voie de disparition. Là encore, je l'ai mis à votre disposition. Et voilà, cette figure, qui est une figure plus scientifique pour le coup, que je dois à un physicien qui s'appelle José Alloy, qui travaille justement sur cette question de la soutenabilité ou non du numérique, et qui lui donc a opéré des projections à partir de travaux qui ont été réalisés justement sur cette question de l'accessibilité des métaux, des ressources aurifères à l'avenir. Donc il propose comme ça plusieurs méthodes d'évaluation avec à chaque fois des dates associées pour penser justement à quel moment ces métaux ne seront plus disponibles. Alors les méthodes donc varient, les dates avec, mais vous pouvez quand même constater en regardant rapidement ces figures que vous avez assez peu de métaux qui restent disponibles au-delà de 2100. Et encore une fois, donc José Alloy est un physicien qui travaille au LEED, et le LEED, c'est le laboratoire interdisciplinaire pour les énergies de demain. Donc ils ne travaillent pas simplement sur les énergies de demain, ils sont pour les énergies de demain. Donc ce n'est pas des ludites, là encore, non plus. Vous avez également évidemment un problème avec l'accès à l'énergie, et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le TRE, donc le taux de retour énergétique, c'est-à-dire le ratio entre l'énergie investie et l'énergie récupérée, qui est l'énergie utilisable.
Par exemple, donc, le nombre de barils de pétrole récupérés pour chaque baril investi, puisque pour récupérer du pétrole, évidemment, il faut de l'énergie. Et donc, si vous avez besoin de plus d'énergie pour récupérer du pétrole que vous n'en récupérez, à un moment donné, vous avez un gros problème. Et cette énergie qui est disponible, c'est l'énergie nette. Donc, c'est ce qui reste à la société pour fonctionner. En 1900, le taux de retour énergétique du pétrole était de 100 pour 1. Donc, un baril investi, 100 obtenu. C'était formidable. En 1990, c'était tombé déjà à 35 pour 1. C'est quand même moins bien, mais ça reste une énergie très très intéressante. Et aujourd'hui, on estime qu'on est à entre 10 et 20 pour 1 à peu près, donc ça a continué à décroître. Et pour vous donner quelques exemples d'autres énergies alternatives, alors renouvelables ou non renouvelables, comme les sables bitumineux par exemple, sont entre 2 pour 1 et 4 pour 1. Les agrocarburants sont entre 1 pour 1 et 1,6 pour 1. Donc ça prend des terres en plus qui pourraient nourrir des gens, donc ça c'est vraiment une catastrophe. Les pétroles de schiste sont à 5 pour 1 et le gaz naturel environ 10 pour 1. Et si on parle maintenant d'hydroélectricité, on estime que le taux de retour énergétique est de 35 à 45 pour 1, mais le problème de l'hydroélectricité, c'est qu'on ne peut pas en faire autant qu'on veut. Il y a une saturation. Au maximum, on estime qu'on pourrait couvrir 18% de la production mondiale avec cette forme d'énergie. Ça suppose évidemment de faire des barrages, etc. Vous ne pouvez pas faire 50 barrages sur une rivière, sinon ça ne s'appelle plus une rivière. Ça s'appelle des bassins. Et le nucléaire, qui tourne autour de 10 pour 1, mais qui lui-même est dépendant d'une société riche. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nucléaire sans pétrole. Vous n'avez pas de centrale nucléaire sans pétrole. Parce qu'il faut entretenir la centrale nucléaire, il faut que les gens puissent s'en occuper, il faut faire venir des matériaux, etc. etc. Et donc le nucléaire est lui-même dépendant du pétrole, et par ailleurs, il produit une énergie électrique qui ne se substitue pas dans tous les cas de figure au pétrole. Même si Elon Musk vendait plein de voitures électriques, ça ne marche pas. L'éolien est à 3,8 pour 1, sans tenir compte de l'intermittence et du problème du stockage et d'autres problèmes liés aux centrales aux éoliennes, notamment le fait qu'elles ont elles-mêmes besoin de matériaux, de métaux rares pour fonctionner, ce qui là encore pose la question du stress sur les métaux que j'ai abordé précédemment. Et le solaire, quant à lui, est entre 1,6 et 2,5 pour 1. Et le problème là-dedans, c'est que le taux de retour énergétique d'énergie nette, l'énergie nette permettant la soutenabilité des sociétés bénéficiant du plus grand confort, donc les nôtres, est compris entre 12 et 14. Donc, dans la majorité des cas que j'ai évoqués précédemment, on n'a pas un taux de retour énergétique suffisant pour faire fonctionner notre société dans les conditions actuelles. Venons-en à la question du climat. Donc, le CO2, on est passé d'un taux de parties par million, donc de ce qui est un indicateur ppm 280 en 1850 à peu près. Alors 1850 en plus c'était en pleine révolution industrielle, donc c'était pas à 400 aujourd'hui, ou même plus parce que ça continue d'augmenter. Et le réchauffement actuel depuis début du XXe siècle était estimé en 2015, ça continue là encore à augmenter, à 0,85 degrés, sachant que 93% du réchauffement est absorbé par les océans, et donc à partir du moment où les océans ne pourront plus absorber le réchauffement, eh bien, le réchauffement va évidemment croître de manière exponentielle. On estime que d'ores et déjà, nous subissons donc un effet d'inertie climatique, donc nous subissons les effets du climat qui sont les effets antérieurs de notre activité, les effets de notre activité antérieure, plus exactement, et le réchauffement inéluctable est annoncé à entre 1,5 et 2 degrés pour les estimations basses, sachant que d'ores et déjà, au seuil actuel, donc de 0,85 degrés, on est à 1,5 à 2,5 degrés sur les terres, en particulier en altitude et au pôle. Donc ce n'est pas distribué de la même manière partout. Et pour donner un ordre d'idée, donc selon un document publié en mai 2015 par le GIEC, donc qui est ce groupement de scientifiques qui chaque année étudie l'évolution du climat et fait des recommandations aux chefs d'État et au gouvernement et d'autres organismes. Donc, à partir de 1,5 degré de réchauffement, le changement climatique entrerait déjà dans une phase d'évolution non linéaire aux effets globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble. Bon. Donc, c'est un petit peu problématique, sachant que le chiffre de 2 degrés qui avait été évoqué lors de la COP21
qui était le chiffre un petit peu magique au-dessus duquel qu'il ne fallait pas dépasser, en réalité, au cours des discussions de la COP21, a été ramené, ou certains ont essayé de le ramener à 1,5 degré, considérant que 2 degrés, c'était déjà trop. En fait. Alors, selon certaines estimations, on passerait à 4 degrés, etc. Donc là, je passe sur les conséquences. Alors, que faire du numérique maintenant dans ces conditions si on n'a pas seulement un avenir qui est un avenir de Smart City et l'avenir de la transition numérique, mais aussi un avenir marqué par ce qu'on pourrait appeler cette transition anthropocénique que nous sommes également en train de vivre aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est de penser que nous n'entrons pas dans une seule révolution, mais plusieurs, et qu'il est justement difficile de les raccorder l'une à l'autre. Alors, évidemment, le premier réflexe, c'est de se dire que le numérique va être utile pour optimiser. On va pouvoir, grâce au numérique, optimiser un certain nombre de process, optimiser un certain nombre d'industries et donc faire des économies. Le problème, alors je laisse la citation ici, mais je ne vais pas la lire, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de faire ça, et ce depuis le 19e siècle, et notamment les Anglais qui ont essayé d'optimiser la production du charbon pour l'économiser, à chaque fois qu'on a essayé de faire ça, on s'est rendu compte qu'on dépensait plus, parce que dépenser moins pour produire quelque chose, ça veut dire que cet objet ou cette ressource est vendue moins cher, que donc on en achète plus, ou alors que les gens payent moins pour cette ressource et donc ils ont plus d'argent pour d'autres industries, et donc au final on assiste à une augmentation de la consommation. Dans tous les cas, on assiste à une augmentation de la consommation, et c'est ce qu'on appelle précisément l'effet rebond. Donc optimiser, malheureusement, ça veut dire que la consommation et les dépenses énergétiques augmentent, et on n'est jamais sorti de cette réalité-là depuis maintenant le 19e siècle. Donc c'est un problème évidemment à prendre en compte lorsque on veut mobiliser justement le numérique dans une finalité d'optimisation. Alors ça, j'aurais dû mettre le slide avant, c'est une erreur de ma part, mais c'est pas grave. Alors je vais le dire très vite, ce sont les 9 limites qu'il faudrait ne pas dépasser aujourd'hui. Limites qui sont liées à l'érosion de la biodiversité, au changement climatique, des seuils, pardon, l'érosion de la biodiversité, le changement climatique, les cycles biogéochimiques avec l'azote et le phosphore, l'acidification des océans, le trou de la couche d'ozone, la surconsommation de l'eau douce, le changement de vocation des terres, donc la disparition des terres notamment, la présence d'aérosols atmosphériques, donc ppm dont je parlais tout à l'heure, et la pollution chimique. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à, d'un côté, des limites et de l'autre côté, des seuils. Les limites, elles sont du côté de l'énergie et des ressources, notamment métalliques, puisque si nous n'avons plus demain d'accès à l'énergie et d'accès aux ressources métalliques, et que l'un joue sur l'autre, si nous n'avons plus assez de métaux pour aller chercher l'énergie et plus assez d'énergie pour aller chercher des métaux, nous avons un double problème. Que nous rencontrons d'ores et déjà, mais éventuellement, si ce problème de limite ne se posait pas, et si nous avions toute l'énergie que nous souhaitons et toutes les ressources que nous souhaitions, eh bien, nous aurions un problème en termes de seuil du côté du climat, de la biodiversité et des indicateurs dont je viens de parler, puisque à ce moment-là, évidemment, on produirait davantage, on exploiterait davantage, on brûlerait davantage des ressources fossiles, et donc on risquerait très vraisemblablement de franchir un certain nombre de seuils environnementaux qui nous menacent également. Donc on est pris à la fois par des seuils et des limites dans une espèce de triangle comme ça, dont on ne peut pas vraiment sortir vraisemblablement par le haut. Ça, c'est une carte qui a été produite pour montrer certains des effets du réchauffement climatique. Donc pour montrer aussi que le réchauffement climatique ne sera pas forcément également distribué sur toute la surface de la planète. Alors on pouvait se sentir en sécurité éventuellement en France en disant qu'on est quand même très au nord sur une carte réelle qui ne nous met pas au centre, qui ne met pas l'Europe au centre, hein, parce qu'on est au-dessus des États-Unis, je vous le rappelle, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Sauf que selon certaines estimations, ça c'est un article publié dans Nature, peut-être qu'entre 2030 et 2060, la France deviendrait il ferait trop chaud en France, notamment à partir de 2060, et il faudrait peut-être alors migrer. Ce qui est intéressant dans la perspective justement des discussions sur les migrants et les arrivées de migrants, puisque migrant un jour, migrant pas forcément toujours. Et donc celui qui est migrant un jour peut-être nous accueillera demain. Ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer que finalement il y a une espèce d'apparence de synchronicité entre finalement cette
révolution numérique et ce nouvel âge anthropocénique qui s'ouvre, puisque si on estime que l'anthropocène a commencé à peu près au moment de la révolution industrielle, donc fin du XVIIIe siècle, néanmoins, il y a eu, et il y a un consensus à ce sujet, une grande accélération à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après les années 1945. Notamment parce qu'au XXe siècle, on a eu deux événements qui ont accéléré finalement le processus d'évolution technologique, qui sont justement les guerres mondiales. Toutes les innovations que l'on propose, qui s'inventent au moment des guerres mondiales, ont été réutilisées ensuite dans la société civile et ont eu donc un impact très fort sur le développement technique au cours de ce siècle. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'anthropocène accélère aussi à partir de 1945 et c'est le moment où finalement on entre aussi dans ce processus d'informatisation qui va ensuite évidemment se généraliser et qui fait qu'aujourd'hui on parle, et on a raison de le faire, de transition numérique. Pour autant, évidemment, rien ne dit que ces phénomènes suivront éternellement la même trajectoire. Alors ce n'est pas simplement un point de vue comme ça un peu bizarre ou un peu étonnant. Vous avez des informaticiens qui, par exemple à l'université de Irvine en Californie, je pense aux travaux de Bill Tomlinson, proposent déjà d'imaginer ce que serait une collapse informatics, donc une discipline de l'informatique qui s'intéresse justement à ces phénomènes d'effondrement dont certains annoncent l'imminence et qui essayerait à partir de là, d'imaginer des outils, des dispositifs qui puissent répondre au moins un certain temps à ces phénomènes à venir. Donc vous avez des informaticiens qui commencent à s'emparer de cette question. On peut aussi citer d'autres initiatives, comme une initiative que j'aime bien, qui est celle l'exemple d'un web sans Internet, ou même un web de données ou un web sémantique sans Internet. Alors je ne vous ai pas insulté en vous disant quelle est la différence entre le web et Internet, mais on est obligé quand on est avec des étudiants ou même des chercheurs de poser la distinction parce que les gens en général évidemment ne font pas la différence entre Internet et le web. Mais on peut imaginer donc un web, y compris un web sémantique, un peu low-tech, à l'image d'une initiative qui est l'initiative Downscaling the Web, donc diminuer le web d'échelle, et qui propose, notamment en Afrique, d'utiliser des bases de connaissances du web sémantique pour générer justement de la connaissance, notamment qui va servir des paysans africains à cultiver leurs terres, et ensuite de relayer cette information et donc de leur donner des conseils pour la culture de leur champ, notamment via le téléphone mobile, parce que tout le monde a un téléphone mobile là-bas, mais pas forcément d'infrastructure Internet au sens où nous les avons ici. Donc adapter justement le web à des contextes où on n'a pas forcément d'infrastructure. Et peut-être que demain, justement, on n'aura pas forcément des infrastructures opérationnelles partout. Donc ça peut être une inversion de la flèche du progrès, mais tout à fait intéressante. Peut-être que c'est ça qui est extrêmement moderne, plutôt que le fait d'empiler des couches et des couches et des couches, et d'avoir, je sais pas, des pages web dans lesquelles on peut jouer à Doom, qui est le top du top, mais peut-être pas complètement, si ça passe vraiment à l'échelle, viable. J'aime bien Doom et les jeux vidéo et le web, donc c'est pas un souci. Et moi-même, j'ai proposé de passer de Web We Want, qui est, vous savez, l'initiative de Tim Berners-Lee pour redécentraliser le web, donc, et notamment pour combattre finalement l'hégémonie des GAFA. Donc, pour passer éviter de simplement parler d'un Web We Want comme si nous avions simplement à nous opposer à des oligopoles pour redécentraliser le web, mais que nous avions tous les moyens à notre disposition et pas du tout de problème justement du point de vue écologique, du point de vue environnemental à l'horizon, et passer donc de ce Web We Want au Web We Can Afford, du web que nous pouvons nous permettre d'avoir dans le contexte qui sera le nôtre demain. Ce qui suppose aussi d'avoir une bonne connaissance du web, de son architecture, de ses possibilités, pour penser non pas forcément à un web éternel, même un web qui survivrait à notre civilisation, mais un web de transition qui justement peut nous accompagner dans les changements qui nous attendent au cours des prochaines décennies, années et décennies. Du côté également des... je vais passer à ça. Oui, pardon. Là, c'est le groupe donc, que j'ai créé, un groupe communautaire au sein du W3C, le groupe Web We Can Afford, donc, que vous pouvez évidemment rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Ça, par exemple, c'est le dernier exemple que j'ai pris aujourd'hui, c'est un chapitre, disons,
de la communauté SIGCAI, donc des gens qui sont en interaction homme-machine et qui s'intéressent aux questions justement de soutenabilité. Il y a un gros travail qui a été fait depuis pas mal d'années dans la communauté HCI sur ces questions, où certains s'intéressent notamment à la permaculture, au développement durable, etc., pour trouver à la fois des objets et des sources d'inspiration dans leur travail. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on pourrait à l'avenir généraliser. D'autres pistes sur lesquelles je ne reviens pas, je ne vais pas m'attarder, le biomimétisme, en posant la question, ce qu'il y a à apprendre à boire et à manger dans ce domaine, mais aussi le fait plus largement de réfléchir à l'efficacité énergétique, notamment de ce que l'on fait, dans une perspective un petit peu élargie et pas simplement une perspective de performance brute. Si vous prenez le combat duel entre AlphaGo et Lycidol, par exemple, eh bien, on peut considérer que oui, AlphaGo a battu le joueur humain, mais ça n'a pas été si facile que ça. Et en termes d'efficacité énergétique, le joueur humain est infiniment supérieur à AlphaGo. Autre exemple, j'assistais à une conférence et on nous disait, pour tester le caractère pollué ou non des eaux dans les ports, on regarde si les moules vivent ou meurent. On disait, mais ça, c'est une méthode complètement désuète. Maintenant, on va mettre des capteurs. Et peut-être qu'en fait, utiliser des moules, c'est très, très efficace énergétiquement et très, très intelligent. Et que mettre des capteurs, en fait, c'est la version un peu brute et que ça n'apporte pas forcément grand-chose dans tous les cas. Question fondamentale. Nous avons encore les moyens de faire du high-tech, notamment grâce au numérique, qui aussi imprègne de très nombreuses disciplines dans le monde académique, de recherche. Faire de la biologie maintenant sans informatique, c'est difficile. Nous avons donc les moyens encore de faire du high-tech, ou mieux encore de la recherche pour quelque temps. Donc la question qu'on peut se poser, c'est à quoi allons-nous employer ces moyens au cours de cet intervalle, parce que cet intervalle ne va pas forcément durer éternellement. Et il faut sans doute, dans ces conditions, sortir du paradigme linéaire de la durabilité en matière de croissance comme en matière de développement. C'est pour ça qu'on n'utilise plus guère aujourd'hui l'idée de développement durable, parce que par définition, le développement n'est pas forcément justement durable. Conclusion, on a des futurs, des projections de l'avenir qui sont multiples et asynchrones. L'avenir des smart cities et l'avenir de l'anthropocène évidemment ne se ressemblent pas du tout. Si vous allez dans une conférence d'informatique, si vous allez dans une conférence de climatologue, vous n'allez pas du tout avoir la même vision de l'avenir. Et pourtant, il faut penser les deux ensemble. Et d'autres futurs sans doute. En français, on a la chance d'avoir deux termes, futur, qui est la projection vers quelque chose, et l'avenir, c'est ce qui nous arrive. Quoi qu'il arrive, l'avenir va synchroniser des futurs divergents. Mais il faut évidemment essayer de le penser pour pas que cette synchronisation soit trop brutale. Nos révolutions, y compris sans doute la révolution numérique, sont temporaires. C'est ça qui est difficile de penser. On n'est pas simplement rentrer dans une révolution qui est le tout numérique, mais il faut penser que cette révolution elle-même peut prendre fin à un moment donné. C'est donc l'idée de la fin d'un progrès linéaire et cumulatif qu'il faut également penser. Et penser le fait que nos technologies, nos infrastructures, nos moyens de recherche, qui sont aussi largement numérisés maintenant, ne sont pas durables, mais sont là. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire sans. Donc la question qui se pose, c'est à quoi les employer avant que les effets du nouvel âge qu'est l'anthropocène ne se fassent complètement sentir. Donc il faut penser la fin de ce que nous imaginions être l'avenir du numérique, parce que ce ne sera pas nécessairement ce que nous avions imaginé au départ. Se préparer à vivre dans les ruines du numérique que nous produisons déjà. Ça, c'est un exemple d'un livre justement qui revient sur les ruines que laisse le numérique derrière lui. Vivre entre high-tech, low-tech, voire alter-tech. Parce que la permaculture, je ne sais pas moi si c'est high-tech ou low-tech. Donc vivre en tout cas avec des niveaux de technologie qui sont différents. Et donc, à nouveau, se poser la question, que faire des moyens actuels et quel modèle encourager pour l'avenir ? Merci beaucoup.